sur le traitement. Donc, on a bien vu qu'il y avait deux phases, une phase virale et une phase cytokinique, euh, avec effectivement probablement une temporalité des traitements qui devront être adaptés au moment virologique, peut-être avec les antirétroviraux et un traitement plus secondaire par rapport à ça. Est-ce que vous avez un avis par rapport au traitement actuellement donné? Oui, donc pour la première phase, donc c'est clair qu'il faut donner un antiviral aussi vite que possible. Donc dès qu'il y a un diagnostic, il faut donner quelque chose d'antiviral. Alors, il n'y a encore rien qui est démontré de manière vraiment satisfaisante en termes d'activité antivirale, mais il y a l'hydroxychloroquine qui, si elle est donnée assez tôt, pourrait faire une différence. Il y a les macrolides en général, dont l'azithromycine et aussi le C3G, comme ces médecins dans le nord de la France ont décrit, qui sont une approche qui me paraît tout à fait sensible, vu que les effets secondaires sont vraiment très minimes et bien compris, aussi bien pour l'hydroxychloroquine que pour les macrolides. De donner ça dès qu'on connaît le diagnostic bien sûr, en le faisant de manière contrôlée, qu'on puisse avoir des données utilisables par la suite pour vérifier que ces traitements font une différence ou pas tôt dans la maladie, ce qu'on ne peut pas savoir avec les essais cliniques qu'il y a pour le moment en Europe. Ensuite, pour détecter, puisque la question de timing est tellement importante, l'orage cytokinique, en général, on peut le détecter avec l'apparition d'une augmentation de transférine dans le sang. Donc, je ne sais pas si dans la clinique, maintenant, c'est quelque chose qu'ils suivent de près parce que c'est un très bon marqueur. Mais bien sûr, Luc en avait évoqué, mais avait parlé de la ferritine. Luc, tu veux peut-être C'est réagir? effectivement plutôt la ferritine qui est utilisée, oui. D'accord, oui. Donc, je confonds les deux. Je suis sûr que vous avez raison. Voilà. Donc, effectivement, on a évoqué que le fait que la ferritine aurait été le premier marqueur avant même l'augmentation des interleukines 1 et 6 Oui. et le TNF. Voilà. Et donc, je pense que les antagonistes, aussi bien contre l'interleukine 1 que l'interleukine 6, valent vraiment la peine. Et je mentionnais tout à l'heure aussi des antagonistes contre le TNF qui sont disponibles pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde parce que une étude où ils ont étudié les signaling pathways, cette méthode génomique complexe, ils ont ressorti notamment le TNF comme étant un des nœuds importants et c'est connu aussi dans le cas comment on dit sepsis en français? Sepsis. Ah oui, ben voilà, c'est facile. Donc, c'est aussi une aide efficace en cas de sepsis et c'est une description de ce qui se passe chez les patients quand ils progressent, que c'est en fait les symptômes sont très similaires à une sepsis. Alors, il y a une question ici qui nous dirait, est-ce que ces tests sérologiques qui auraient une plus grande sensibilité nous permettraient de cartographier un peu mieux les patients qui ont été à tout le moins, s'ils ne sont pas immunisés, à tout le moins en contact avec le virus? Voilà. Mais comme il y a 90% des patients qui ont un taux d'anticorps détectable, ça nous donne déjà une très bonne idée. C'est pas parfait, mais 90%, ça permet de faire une cartographie. Mieux que la PCR qui a montré ses Mais la limites. PCR est très limitée, pardon, dans le temps. Il faut l'avoir au bon moment, il faut attraper, hein, est-ce que c'est les sinus ou dans la gorge à ce moment-là? À ce propos-là, je vais faire une suggestion et je suis curieux d'entendre votre retour. Parce que donc, j'ai travaillé dans cet institut des aérosols à Albuquerque pendant 7 ans. Et comme on a pour le moment du mal à capter le virus chez les patients, moi, ce que j'ai envie de suggérer, c'est qu'on fasse souffler les patients dans un tube au bout duquel il y a un filtre pour capter l'aérosol. D'accord? Puis on prend le filtre et on le met dans du trisol ou du triréagent, enfin le truc qui permet d'extraire l'ARN en le préservant très vite, très bien. Et puis on fait un RT-PCR là-dessus. Parce que l'avantage que ça a, puisque pour la majorité des patients,
pour beaucoup de patients, le problème, c'est qu'une fois que c'est descendu, c'est dans les poumons. C'est que ça permet justement de détecter le virus dans les aérosols. C'est à ça que ce filtre sert. Ça permet de détecter le virus dans l'aérosol. Donc, c'est une étude à faire parce que ça vous permettra de suivre l'état de contagiosité du patient sur toute sa durée. Est-ce que quelqu'un veut réagir, poser une question directement Il y avait aussi un élément en attendant la prise de parole concernant l'internalisation des récepteurs qui pourraient expliquer. Et ça, je trouvais que c'était intéressant sur le plan physiopathologique. Tout à fait, tout à fait. Donc, le récepteur, comme vous savez, c'est ACE2 et il est présent à la surface des cellules épithéliales et des cellules endothéliales en particulier, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci. Et quand un virus se lie au récepteur, il se lie au récepteur et puis il se lie à beaucoup de récepteurs puisqu'il a beaucoup de spikes sur lui. Éventuellement, il y a une invagination dans la membrane et le virus rentre dans la cellule et se retrouve dans les endosomes. Et donc, il entraîne avec lui beaucoup de récepteurs S2 de la surface de la cellule à l'intérieur de la cellule. Et bien sûr, à ce moment-là, la fonction du récepteur est terminée puisque la fonction doit être à l'extérieur de la cellule. Alors, le fait que S2 ne soit plus disponible a un effet en particulier sur la bradykinin qui a plusieurs conséquences. Et une des conséquences, c'est que quand le niveau de bradykinin augmente un peu trop, la perméabilité des vaisseaux sanguins augmente et il y a une fuite. Et la conséquence de cette fuite, c'est justement au niveau des capillaires pulmonaires, quand le sang se retrouve dans le milieu hors du vaisseau sanguin, il commence à coaguler, déclenche la cascade de coagulation et la présence d'anticorps augmente. Les deux ensemble font que l'inflammation est à ce moment-là déclenchée. Alors, d'une part, l'oxygénation se fait moins bien, puisqu'il y a cette fuite au niveau des capillaires, et puis il y a la coagulation. Et donc, une solution, c'est un antagoniste de la bradykinin pour empêcher cette fuite. Et par ailleurs, ce qu'on fait déjà maintenant, de donner l'héparine pour diminuer cette coagulation et permettre une meilleure oxygénation, sans devoir intuber. Alors, on s'est posé une question ici au tout début de cette webconférence, à savoir la durée avant de considérer un patient guéri par rapport aux symptômes. Donc, on était parti sur une idée assez large, mais on avait évoqué jusqu'à 28 jours pour être très, très large par rapport au début des symptômes. Qu'est-ce que vous pensez de… Oui, tout à fait. Donc, d'après Raoul, en absence de traitement, le temps de portage moyen du virus, c'est 20 jours. Hein. Donc, effectivement, si on ajoute le temps moyen d'incubation, mais je crois qu'il est plutôt 3-4 jours maintenant, il semblerait, ça nous amène dans ces eaux-là. Mais bien sûr, c'est le temps moyen, il y a la variation individuelle. Et donc, le cas le plus long qui est enregistré jusqu'à présent, c'est 49 jours pour un patient, je crois en Chine ou au Japon, je ne sais plus. Donc, ça, c'est le temps maximum. Et, enfin, enregistré jusqu'à maintenant. Donc, il faut suivre les patients. Et c'est vrai que je m'inquiète en particulier. Donc, il y a la possibilité. Donc, quand il y a une virémie, comme les capillaires sont attaqués partout, le virus se retrouve dans d'autres organes, y compris dans les reins, dans les intestins, dans le foie. Et donc, quand il infecte les intestins, il peut se répliquer dans les cellules épithéliales des intestins qui ont le récepteur au virus. Alors, j'entends pas mal de rapports qui disent oui, on ne retrouve que le génome du virus et pas de particules infectieuses du virus. Bon, je suis curieux de savoir les tests qui ont été faits maintenant avec Covid-19. J'ai pas vraiment vu de papier là-dessus, mais je peux vous dire que dans le cas du virus SRAS, en 2003, les taux de virus qu'on retrouvait dans les diarrhées étaient de l'ordre de 209 particules infectieuses par millilitre, qui est environ 1000 fois ce qu'on retrouve dans les sécrétions nasales ou de la gorge. Et bien sûr, le volume d'une diarrhée
il n'y a pas comparaison. Et donc, il y a eu un incident de contamination très sévère dans les Amoy Gardens à Hong Kong, où une personne qui avait des symptômes, une personne qui était d'ailleurs relativement immunodéficiente, je pense qu'elle avait le lupus, avait une diarrhée très sévère, et parce que le système de ventilation dans le complexe de building n'a pas bien fonctionné, il y a eu 243 personnes infectées. Donc clairement, la transmission par les selles est tout à fait possible, et la raison pour laquelle je vais insister là-dessus, c'est que je trouve qu'on renvoie les gens trop rapidement chez eux. Il faudrait vraiment les instruire qu'ils doivent faire extrêmement attention à leur hygiène et vraiment très bien décontaminer WC, toilettes, etc. pour éviter de se recontaminer par après par une fomite qui n'aurait pas été bien nettoyée. Alors, la question des réinfections, ce n'est pas clair si c'est ce que je viens de décrire, une réinfection des fomites, ou si c'est une réactivation du virus qui est resté à l'intérieur des individus. Alors, en Corée du Sud, où ils ont pas mal de cas comme ça, ils ont l'air de dire, ils pensent que c'est une réactivation simplement parce qu'ils ne voient pas de contact de ces individus avec des personnes infectieuses. Mais comme je l'ai expliqué, il y a toujours la possibilité qu'ils se soient réinfectés eux-mêmes par leurs selles contaminées. Donc, la question n'est pas du tout résolue à ce moment-ci, mais le risque de réinfection ou de réactivation est très clairement présent. Le risque de contamination par les selles, pour moi, est très clairement présent, jusqu'à ce qu'on me prouve que une diarrhée ne sort jamais du virus infectieux, mais je vois aucune raison pourquoi ce serait le cas, parce que la diarrhée est causée justement par l'irritation de l'épithélium intestinal due à l'infection par le virus. Et ce qu'on constate, c'est qu'après 2-3 jours, le virus est toujours présent dans les cellules endothéliales, mais elles se sont régénérées et il y a plus d'attaque. L'épithélium reste intact, même si le virus est encore présent. Et sur les cas d'autopsie, il y a des photos d'autopsie où on montre toute la longueur d'un intestin, enfin une coupe bien sûr d'intestin, complètement saturée de particules virales. C'est-à-dire, c'est clair que le virus peut très bien se répliquer dans les intestins, mais ça dépend d'individu à l'autre. Je sais que pour SRAS, environ 30% des cas avaient une diarrhée, à l'exception des cas qui avaient été infectés à Moy Gardens, où 60% des cas avaient des diarrhées. Les premiers rapports que j'ai vus pour Covid, c'était 10%. Puis j'ai vu plus tard que des gens disaient que c'était en fait plus élevé. Je ne sais pas ce que vous voyez dans votre pratique. Ben, je pense, Frédéric, je ne sais pas si tu es encore là, mais je pense qu'on est à 15%, 15-20%. En tous les cas, on en a effectivement pas mal qui commencent par cette symptomatologie-là. Dans le chat, il y a des questions qui reviennent un petit peu sur la mutation du coronavirus. On a entendu dire que certaines régions avaient peut-être des formes mutantes moins agressives. On parle aussi de polymorphisme génétique de populations différentes. Qu'en est-il de ces deux questions selon vous? Okay. Donc, polymorphisme génétique de la population et mutation de... Oui, donc je vais commencer avec le virus. Okay, donc c'est un virus de environ 30 000 nucléotides. Donc c'est vraiment très grand. Ce sont les plus grands virus à ARN connus. Et donc pour le moment, enfin la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 11 mutations qui avaient été identifiées. Donc 11 mutations sur 30 000, c'est rien. Je veux dire dans le sens que bien sûr une mutation peut être le jour et la nuit, hein, mais je veux dire d'un point de vue, c'est bien disons pour nous parce que ça nous permet de suivre les virus. À ce niveau-là, c'est très intéressant. L'impact sur la pathogénicité, ça va être très difficile à déterminer parce qu'on ne peut pas faire des expériences. Mais on peut déjà dire 2-3 choses. Donc, par exemple, il y a une des souches qui s'est bien propagée en Chine, mais l'autre qui ne s'est pas bien propagée en Chine. Et pourtant, elle venait de Chine. Donc, ça, c'est intéressant au niveau des différences génomiques dans les populations qui vont faire que certaines populations vont être plus ou moins susceptibles. Et donc, c'est connu avec tous les virus qu'il y a toujours des différences de susceptibilité de population en population et indépendamment des facteurs démographiques, bien sûr, quand une population est plus vieille, un virus comme ça va faire plus de dégâts. Mais même pour une tranche d'âge donné, il va y avoir des différences en fonction du background génétique des populations, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne pense pas que ce soit des différences énormes, mais il va y avoir des différences.